La communication qui reconnaît des incohérences. Alioune Sall et son équipe annoncent une nouvelle vérification. Dakaractu et d'autres médias exclus pourraient finalement être réintégrés. Une séance de travail est prévue avec les organisations concernées. Circulation routière, l'axe Thiaroye-Grand-Mbao en danger quotidien pour les piétons. Les passerelles disparues obligent les riverains à traverser une route à grande circulation au péril de leur vie. Dernier drame en date, un élève fauché près du cinéma Thiaroye. Les habitants interpellent les autorités et réclament la réhabilitation des infrastructures. Et enfin, hors de chez nous, RDC Rwanda en sommet régional pour éviter l'embrasement. Les dirigeants d'Afrique centrale et australe se réunissent à Dodoma pour trouver une issue à la crise. L'instabilité inquiète l'ONU qui appelle à une solution rapide. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le site d'information Dakaractu ne figure pas sur la liste des médias conformes au code de la presse. Une nouvelle qui a pris de court ces travailleurs. Pourtant, il figurait bien sur la liste provisoire publiée par la tutelle le 4 décembre 2024. La directrice de publication exprime son incompréhension et a immédiatement contacté le directeur de la communication pour en savoir davantage. Selon les premiers éléments recueillis sur place par l'équipe de 7TV, l'absence de Dakaractu pourrait être due à un problème technique. La rédaction est presque déserte. Abasourdi par la nouvelle, la plupart des reporters ne se sont pas présentés au bureau ce matin. L'absence de Dakaractu sur la liste des médias en conformité au code de la presse méduse toute la boîte. Le temps leur semble figé en ce moment. Ce matin, certains sont là. Peut-être vous les avez vus en bas. On est en train de mettre les articles sur le site. Bon, mais pour l'instant, on n'est pas sur le terrain. On attend d'avoir des explications par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont tous dans l'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question sur toutes les lèvres. Dakaractu figurait pourtant sur la liste provisoire des médias reconnus par l'État. Une liste publiée le 4 décembre 2024. Ça a été une surprise pour tout le monde parce que Dakaractu, c'est plus de 10 ans de présence sur le paysage médiatique sénégalais. Donc, exclure Dakaractu comme ça, c'est des questions à se poser. Dans leur quête d'explication, la direction de Dakaractu a réussi à joindre le directeur de la communication. Un coup de fil qui fait apparaître une petite lueur d'espoir chez ces professionnels de l'information. Personnellement, j'ai essayé de contacter M. Abiboudia. Hier, je n'avais pas de réponse. Ce matin, M. Abiboudia m'a appelé pour me dire qu'il se peut que ça soit une erreur technique à leur niveau et que les services attachés à ça vont faire le nécessaire pour vérifier. Dans ce communiqué publié à chaud hier, la direction de Dakaractu, condamnant le retrait de l'organe de la liste des médias en règle, dénonçait avec véhémence, je cite, des manœuvres de certains pour museler des médias qui dérangent. Fin de citation. Dans la note, la direction a même exprimé son intention de fermer les bureaux de Dakaractu à Dakar et d'aller s'installer dans un autre pays. Dans l'expectative, ils attendent les explications de la tutelle qui promet de les revenir d'ici lundi prochain. Djembo Mbaye, absence de Dakaractu de la liste des médias conformes au code de la presse. Tout s'explique. Le ministère de la Communication revient sur sa liste rendue publique hier jeudi. Des erreurs ont été décelées et une nouvelle vérification s'impose. Dakaractu et d'autres médias non reconnus peuvent encore espérer figurer sur la liste officielle sur la RFM. Le directeur de la communication, Abiboudia, a confirmé qu'un nouvel examen des dossiers sera effectué. Une erreur humaine peut intervenir dans tout processus. Nous avons été saisis par l'URAC pour les radios communautaires et par l'appel pour certains sites web. Une séance de travail est prévue d'ailleurs avec ces entités pour des vérifications additionnelles croisées, a-t-il déclaré.
La publication de la liste des médias continue de susciter des débats. Ngagne Fall, enseignant, chercheur en sciences de l'information et de la communication, dénonce des incohérences. Selon lui, si le code de la presse était appliqué avec rigueur, les télévisions religieuses ne devraient pas figurer sur cette liste. Un sujet qui alimente la polémique au sein des professionnels des médias. Un reportage signé Moussa Mané Papistem. Des confusions et des incohérences notées sur la publication de la liste des médias conformes au code de la presse. L'analyse est de l'enseignant-chercheur en sciences de l'information Ngagne Fall. Selon lui, cette classification semble ignorer la spécificité de chaque média et rend difficile le travail de reconnaissance et de régulation. Au niveau, par exemple, du code de la presse, l'article 144 est très clair. Au Sénégal, on ne peut pas attribuer des licences à des chaînes de télévision à connotation religieuse et ethnique. Je pense que cet article-là, tout le monde donc, peut le vérifier. Et sur la liste, on a vu quand même qu'il y a 7 chaînes donc religieuses et une chaîne à connotation ethnique. Donc ça pose problème. Déjà, il y a un problème de méthodologie. Certains articles du code de la presse n'ont pas été respectés, révèle-t-il. Concernant la presse en ligne, la démarche pose problème. C'est facile de donner 3 noms de journalistes. C'est facile de donner le nom d'un rédacteur en chef qui a 10 ans d'expérience. Mais est-ce que ces gens-là, du point de vue formel, contribuent effectivement à l'émergence donc, de ces sites-là? Il y a des points d'interrogation et on peut se poser des questions. Donc pour moi, la meilleure formule, c'est de voir est-ce que ces sites-là respectent les principes et les recommandations du journalisme. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de les analyser. Il ajoute qu'un travail de fond aurait permis de faire la différence entre les types de télévision. Et ça donne l'impression qu'on a quand même une seule forme de télévision au Sénégal. Alors que la télévision appartient au modèle de Flow. Et tout le monde sait que le modèle de Flow a des spécificités. La publication de la liste des médias était très attendue des acteurs de la presse, une volonté manifeste d'assainir le secteur des médias au Sénégal. Merci Moussa Mané. Régénération des écosystèmes du Sahel, un combat écologique en marche face aux ravages du réchauffement climatique. Le réseau pour l'émergence et le développement des écovillages du Sahel intensifie ses efforts à travers des projets agroécologiques, l'éducation et la formation. L'organisme veut inverser la tendance. Un festival est d'ailleurs prévu pour rassembler les acteurs du secteur et favoriser une meilleure appropriation des enjeux écologiques. Omar Thiam, Papa Sarr, compte rendu. Engagé il y a longtemps dans la régénération des écosystèmes et la préservation des patrimoines culturels du Sahel, le réseau pour l'émergence et le développement des écovillages du Sahel ne compte pas faiblir de sitôt. Je vais vous parler de l'exemple de Lobudou, qui est un petit village de Mauritanie où 18 hectares ont été restaurés. Dans cette partie de Mauritanie, c'est un bout de paradis parce que les arbres sont revenus, les oiseaux sont là, et comme aussi cette petite forêt restaurée à côté du fleuve, le fleuve est devenu très poissonneux, alors qu'à la base, c'est l'investissement, c'est juste la mise en défense et une clôture, et l'implication très forte des communautés. Au-delà de ce projet écologique pour reverdir le Sahel, livré à lui-même, l'Organisation de défense et ses partenaires veulent également rassembler les populations locales afin d'éviter au maximum les dissensions dans ces zones stratégiques. Les arbres que nous produisons donc au niveau de l'Ahel et qu'on nous envoie en Mauritanie, nous les appelons les arbres de l'amitié. On se rend compte que derrière le reboisement, en fait, on fait revivre aussi les écosystèmes culturels, on fait revivre les écosystèmes sociaux, les gens parlent, coopèrent et les gens ils traversent facilement la frontière, etc. Et donc c'est ça aussi le bon voisinage. Exemple de son envie patente d'impliquer les uns et les autres dans ce combat contre le réchauffement climatique, le réseau compte rassembler tous les acteurs à travers un festival qui se tiendra conjointement au Sénégal, à l'Aïel et à Lobudou, en Mauritanie.
Je vous l'annonçais dans les titres, l'axe Thiaroye-Grand-Mbao est devenu un véritable danger pour les piétons. Autrefois protégés par des passerelles, les passants doivent aujourd'hui traverser une route à grande circulation au péril de leur vie. Dernier drame en date, un élève violemment heurté par une voiture près du cinéma Thiaroye alors qu'il tentait de traverser. Et face à cette situation alarmante, les riverains interpellent les autorités et réclament la réhabilitation urgente de ces infrastructures. Traverser d'un sens à un autre devient un risque énorme pour les piétons. Il n'existe plus de passerelle sur l'axe Thiaroye jusqu'à Grand-Mbao. Tout est démonté. C'est un risque énorme pour les piétons. Traverser la route, tout simplement, il n'y a pas de passerelle et c'est un danger permanent et c'est un problème. Le danger est toujours là. Un élève a été heurté violemment par une voiture en essayant de joindre l'autre bout de la route, nous raconte cette femme. Nous courons des risques tous les jours en traversant la route. Récemment, un élève qui partait à l'école a été violemment heurté par une voiture et l'irréparable s'est produit sur le coup. Il faut que l'État nous vienne en aide. Pour mettre à l'abri les piétons, ces derniers exigent la reconstruction des passerelles. À défaut, les passerelles, c'est bon si c'est possible. Exactement, il faut qu'on le répare encore. S'il y avait une autre manière de le faire, on le fait ça. Mais si on le répare, pour moi c'est encore beaucoup plus important. Nabou, handicapé physique, invite l'État à choisir des passerelles inclusives. La destruction des passerelles sur l'axe Thiaroye jusqu'à Grand-Mbao provoque des risques d'accident de la route. Des piétons demandent à l'État de refaire ses infrastructures de sécurité pour éviter le danger sur la circulation. Bakary Cissé, Kaolack, à quelques semaines de la journée nationale de l'élevage prévue le 22 février. Les éleveurs tirent la sonnette d'alarme, vol de bétail, insuffisance de viande, conflit entre éleveurs et agriculteurs. Les difficultés s'accumulent. Mamadou Mbaye, vice-président de la Fédération régionale de la protection du bétail, interpelle le président de la République sur l'urgence de la situation. Ce que nous demandons aux autorités le jour de la journée nationale pour l'élevage prévue à Kaolack, c'est de poser les vrais débats. Alors, quand on demande les vrais débats, il s'agit de proposer des solutions, notamment le vol de bétail. Parce que tout le monde sait qu'il y a tellement de vol de bétail, à telle enseigne que les éleveurs en souffrent. Alors, la solution, c'est la disponibilité du bétail, notamment de chèvres, de moutons, de bœufs, entre autres. Vous savez pertinemment que l'élevage traverse une crise. C'est en ce sens que nous interpellons les autorités parce que cette journée doit être plus bénéfique aux éleveurs et il ne faut pas se pencher sur l'aspect folklore, ça n'a pas de sens parce que tout le temps nous venons, nous prenons des notes, ensuite toutes les recommandations sont rangées dans les tiroirs, c'est ce qu'il faut éviter. Mais li ñuy lancer alerte rek moy li ñu bëgg moy journée bi na doon journée buy amal njariñ. La migration circulaire est une réponse au défi de l'emploi selon Dr Mourdiagne. Pour ce cadre du PASTEF, en attendant la mise en place de véritables programmes d'insertion des jeunes, cette option pourrait offrir une alternative viable à la précarité. Un débat qui s'invite dans l'actualité alors que de nombreux jeunes continuent de chercher des opportunités à l'étranger. Après plusieurs semaines à polémique, la Ligue de Dakar de boxe anglaise a finalement tenu son assemblée générale et élu son nouveau président en la personne de Malik Ly. Avec l'appui du bureau et l'appui de la fédération de la boxe anglaise, ça ira. On va chercher des partenaires partout, quoi.
Prévu initialement pour le 27. Moi, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que ce programme est décrié, parce que la migration, ça existe partout. Donc les travailleurs bougent partout, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et même aux États-Unis, ici au Sénégal, vous voyez des Français donc, qui viennent travailler. Alors, le fait que l'État du Sénégal négocie avec certains États pour envoyer des personnes qualifiées, donc pour une période bien déterminée et avec des conditions très claires, voilà, avec très bien régularisées. Donc, je ne sais même pas où se trouve le problème. D'autant plus que c'est un problème également, c'est une solution également, c'est une réponse à la problématique de l'emploi et de l'insertion, mais une réponse conjoncturelle face à ce problème structurel d'insertion des jeunes, d'insertion des professionnels. En attendant maintenant que les différents programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, que ces programmes soient déjà implémentés, mais également que ces programmes-là portent le fruit. Du sport, la Ligue régionale de Dakar de boxe anglaise a officiellement installé son nouveau bureau. Lors de son assemblée générale, Amadou Mouminli en prend la présidence, mais l'élection s'est déroulée dans un climat tendu. Certains clubs dénoncent leur exclusion du processus. Le président sortant, Amadou Lamine Mbodj, affirme que ces structures ne remplissaient pas les critères définis dans une circulaire préalable. Mamadou Kanté, Omar Meng. Après plusieurs semaines à polémique, la Ligue de Dakar de boxe anglaise a finalement tenu son assemblée générale et élu son nouveau président en la personne de Malik Ly. Avec l'appui du bureau et l'appui de la fédération de la boxe anglaise, ça ira. On va chercher des partenaires partout, quoi. Prévu initialement pour le 27 décembre dernier, la séance a été suspendue à cause de désaccords qui ont ressurgi et mené à l'intervention des forces de l'ordre pour que l'Assemblée générale puisse se tenir. Sur une quarantaine de clubs, seuls 26 étaient présents lors de l'Assemblée générale. Il fallait déposer au compte de la Fédération sénégalaise de boxe une somme de 15 000 francs pour l'affiliation ou bien une somme de 20 000 francs pour un nouveau club. Dans ces conditions, il fallait présenter un récépissé d'association en nature avec la boxe. Il fallait présenter des licences, il fallait présenter un siège. Donc, tous ces critères-là, à la loupe, quand on a examiné tous ces clubs qui se sont déclarés sur le tard, qui n'ont pas respecté les délais, certains ont présenté des récépissés de navétane, d'autres d'ASC de football, d'autres d'écuries de lutte. Après l'installation des autres ligues régionales du pays, celle de Dakar est désormais installée. Mais le nouveau bureau prend fonction avec contestation et division. Le nouveau président élu en est bien conscient. Mais dans le sport, il y a toujours des contestations. Voilà, nous, on est là pour fédérer, on va aller parler, on va discuter avec lui, ils vont revenir et on va travailler. Joint au téléphone, ceux-là qui estiment avoir été écartés injustement de ces joutes comptent aller déposer un recours au ministère des Sports pour contester les résultats de cette Assemblée générale. Actualité hors de chez nous, un sommet conjoint entre les États d'Afrique centrale et la communauté de développement d'Afrique australe s'ouvre ce samedi à Dodoma. Objectif, trouver une solution au conflit entre le Rwanda et la RDC qui menace la stabilité régionale et inquiète l'ONU. Les chefs d'État de ces deux communautés sous-régionales se réunissent en vue de trouver une solution au conflit rwando-congolais qui a des ramifications préoccupantes au niveau de toute la région. Ce sommet conjoint fait suite à un accord entre le président de la SADC, Emerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto. Pour ces dirigeants régionaux, c'est par des moyens pacifiques qu'il faudra mettre fin à ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo, fortement marqué par l'appui des forces armées rwandaises aux rebelles du M23. Toutefois, il s'y est de rappeler que les violences sont loin de s'accorder entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour un accord de paix. Si de son côté, la RDC s'en tient au processus de Luanda et exige le retrait immédiat et inconditionnel des forces armées rwandaises et la fin du soutien rwandais au M23, le Rwanda, pour sa part, conditionne la signature d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 et la neutralisation des FDLR.
ce qui prouve que Dodona et Harare ont une mission difficile. D'autres pays, comme le Sénégal, ont aussi annoncé leur médiation pour tenter de trouver une issue à cette crise. L'ONU, de son côté, s'inquiète d'une nouvelle catastrophe humanitaire dans cette région déjà meurtrie par des années de conflit. Merci Djibril Diallo et c'est avec vous que se referme cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Bon week-end. Au revoir.